Welcome. Welcome, colleagues. Welcome to the event. I see that colleagues are now connecting. Welcome, Yasmin. So welcome to the interactive dialogue with Professor Mathias Forteau on the international law and the United Nations, the future challenges for the ILC. Thank you, colleagues, for being here. I make the suggestion that I see already more than 50 people, but I make the suggestion that we wait a few minutes, and meanwhile, I would like to remind you that the event benefits from the interpretation. So you can choose the language you would like to follow the event by changing the language at the bottom right of your screen, including the default mode will be on the floor. So please do not hesitate to change the language now, including if you are following the event on your mobile phone. I would like also to let you know that we're glad to have this event on live on Facebook on the account of the French mission. And during the event, please do not hesitate to ask the questions to Professor Mathias Forteau. We will be happy to answer it during the Q&A session. I would like maybe to wait 30 more minutes and then the event will start. Thank you. On peut y aller? Oui, monsieur l'ambassadeur, nos invités sont là. Nous avons la présence de 70 personnes. Nous pouvons commencer l'événement. Merci. Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. We can now begin our discussion. Normally, we would have been delighted to welcome you properly at the French mission to introduce you to Professor Mathias Forteau, whom some of you already know. However, new technologies are opening up new perspectives for us. As Elise just mentioned, we have simultaneous translation, so feel free to listen and speak in French or English. To be totally transparent, we are thinking about future events in other languages as well. Don't quote me. Je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation pour cet échange sur la place centrale que joue et continuera de jouer la Commission du droit international. Nous souhaitons que cette rencontre soit aussi interactive que possible. Donc, toutes vos questions, réactions, interventions seront évidemment les bienvenues. N'hésitez pas non plus à écrire dans le chat ou à lever la main. Je vais maintenant, avec beaucoup de plaisir, céder la parole à François Labrune, qui est un ami et qui est aussi directeur des affaires juridiques du ministère français des Affaires étrangères, pour qu'il vous présente plus en détail la candidature du professeur Forteau. Je me bornerai donc à vous indiquer que la France a fait de cette élection une priorité. Cette élection se déroulera à l'automne et que nous serions honorés, je serai très honoré ici aussi à New York, de bénéficier de votre soutien. La mission permanente de la France est à votre entière disposition d'ici là. Brice Foda, Élise, moi-même bien sûr, pour répondre à toutes vos questions. Mais la réunion d'aujourd'hui vise en fait surtout à vous présenter Mathias Forteau et à ce que vous puissiez tous échanger directement avec lui. François, je te passe la parole. Merci beaucoup, cher Nicolas, monsieur l'ambassadeur. Chers amis, je voudrais vous dire le plaisir que j'ai à pouvoir être en liaison avec vous à cette occasion et vous remercier, l'équipe de la mission et tous ceux qui participent à cet échange aujourd'hui autour du professeur Mathias Forteau, candidat soutenu par la France à la Commission du droit international. Alors, avant de
de présenter Mathias Forteau, je voudrais évidemment rappeler l'attachement de la France à la Commission du droit international. D'abord parce que les travaux de cette commission contribuent au renforcement et à la diffusion du droit international, qui est une valeur première auquel la France est résolument attachée. Le rôle de la Commission est aujourd'hui d'autant plus précieux que s'accumulent des défis pour l'autorité du droit international sur lequel repose notre cadre multilatéral commun. Et dans ce contexte, il importe d'autant plus que l'autorité de ces travaux et de cette commission soit garantie. Et cette autorité repose sur la qualité des membres de l'institution, l'excellence et la diversité de ses membres. Alors, je n'ai pas besoin d'insister sur les contributions nombreuses de cette commission au cours de l'histoire des dernières décennies, nombreux instruments, nombreuses conventions. Et en tout cas, je voudrais rappeler à quel point la France a toujours été engagée au service de la commission, sous diverses formes de contribution, d'appui, et évidemment par la présence de membres français dans la commission. Alors, je viens maintenant à l'évocation de Mathias. Je n'ai pas besoin en réalité de beaucoup présenter Mathias Forteau, qui est connu et qui est donc candidat soutenu par la France pour l'élection qui aura lieu à l'automne, comme l'a rappelé Nicolas. Bien sûr, vous savez que Mathias a été un membre déjà très, très actif de la commission, dont il a été rapporteur général, dont il a été membre et président du comité de rédaction. Vous savez que Mathias Forteau a une aura, une renommée académique internationale par ses nombreuses publications dans divers domaines du droit international. Vous savez aussi qu'il a une expérience de la pratique du droit international et que sa présence au sein de la Commission du droit international permettrait à celle-ci de renforcer aussi sa capacité à appréhender l'approche francophone du droit international et l'usage du français, qui est évidemment important dans le cadre du multilinguisme et de la diversité de représentation des systèmes juridiques et des langues du monde. Et c'est un point évidemment très important pour la légitimité de cette institution. Voilà ce que je voulais dire très brièvement, et je crois que l'essentiel maintenant est d'entendre Mathias Forteau nous faire part de sa vision de la Commission pour le prochain quinquennat et répondre éventuellement, bien sûr, à des questions. Merci à vous, cher Mathias. La parole est à toi. Merci beaucoup, cher François, et je tiens très sincèrement à vous remercier, monsieur l'ambassadeur, cher François, pour votre accueil et pour vos paroles bien trop aimables d'introduction. Je tiens également à remercier très vivement l'ensemble de la mission française pour l'organisation de cette réunion et de ce dialogue interactif sur le thème des défis à venir pour la Commission du droit international des Nations Unies. I would like also to thank you all for being here today. You know, it's a very challenging time for everyone. We all have been spending a lot of time behind screens these last months, and your presence today is therefore highly appreciated. And I do hope that even if we are not able to meet in person today, we will still have a very fruitful and interactive session. Si vous me permettez peut-être encore quelques mots en français avant de continuer en anglais, je souhaiterais souligner que c'est un réel honneur d'avoir été présenté par la France comme candidat à la Commission du droit international. Comme cela vient d'être rappelé, la France a toujours été un soutien très solide de la Commission et ce soutien se manifeste également et plus généralement par l'attachement de la France, que je partage personnellement très, très vivement, par l'attachement de la France au renforcement du multilatéralisme et au renforcement du droit international. Well, I would like today, as a matter of introduction to our meeting, to highlight a number of key elements in relation to the challenges ahead for the ILC and beyond that for international law at the UN.
And I will do it on the basis of my more than 20 years of experience as an international lawyer in diverse capacities, as a professor, of course, which has been and remains my main function in Paris, but also for a couple of years in New York at the New York University, but also as a practitioner, because I have been advising states from the main continents in a number of cases before the ICJ and the ITLOS, and also as a former member of the ILC during the previous quinquennium. And I would like, if you allow me, to take this opportunity to pay tribute to my former colleagues in the Commission and to their great commitment to the Commission. You know, I have good friends in the Commission, and of course, if elected, it would be a great pleasure to meet them again and to be able to work with them again in Geneva. The feeling of camaraderie is, of course, very important for a body like the ILC, which meets for 3 months each year in Geneva, which is a lot of time spending together, and camaraderie is very important for the success of the work of the Commission. Well, if I turn now to the topic of our meeting for today, I will start with the fact that the idea has been in the air for quite some time that there is a crisis of international law, and that as a result, there is also a crisis of the ILC, of the Sixth Committee, and beyond that, a crisis for international law at the UN. Well, of course, the international community is facing old and new challenges, but I don't think that there is a crisis of international law as such. It is just that the world is changing and that we need to adjust to it. And in that context, international law is still as important as it was when the UN were created back in 1945, and international law remains the backbone of international peace and security. As a former president of the UN General Assembly said, the international community heavily depends on a rules-based international order. And from that perspective, the ILC possesses a number of assets that need to be safeguarded and reinforced in the future. To begin with, the composition of the Commission is in and by itself an asset, as it is today the only body in the world working on the codification and progressive development of international law that truly represents the whole international community in all its diversity. And the General Assembly stressed in the last resolution on the work of the ILC in December 2020 that it is crucial for the Commission to represent the diversity of legal systems, and that also multilingualism is crucial for the work of the Commission. And in that context, I believe that I could efficiently contribute to the work of the Commission if elected, as I can equally work in French and English, and also to some extent in Spanish. And during the last quinquennium, I have always been very attentive to the need to ensure the linguistic and legal cultures diversity in the day-to-day work of the Commission. And maybe we can go back on this point during our discussions. The methods of work of the Commission are also crucial for the success of its work, and they should be protected, in particular by ensuring that the members of the Commission can work in an independent manner as legal experts. But I also think that to some extent, the method of work of the Commission could be improved in the future. In particular, one difficulty is that these methods of work are very sophisticated and as a result are not always very well understood by the outside world. And this may create some concerns, and the Commission should be more transparent. Well, in fact, transparent is not the right word. The Commission is transparent. I would rather say that the Commission should be more
pedagogical about the way it works. And that, in my view, would contribute to the improvement of the dissemination and of the authority of its work. That, in particular, would make its annual report, the report to the General Assembly, more user-friendly to allow a more efficient interactive dialogue with the Sixth Committee. Especially more attention, in my view, should be paid in the future to the capacity of states to deal with and to follow the work of the Commission, which could be a problem when there are too many topics at the same time at the agenda of the Commission. If we move then to the substance of the work of the Commission, the most difficult part of the work of the Commission and for international with the UN today is that there is a need to be at the same time ambitious and realistic. And I would insist on that. The Commission needs to be both at the same time. Of course, the Commission, as a body of legal experts, should only tackle topics that are feasible, that can be managed without too many divisions or divergence of views, or without too many legal challenges. And in that sense, of course, the Commission, as I said, has a duty to be realistic with regard to what it can offer to the international community. But at the same time, concrete difficulties, divisions among member states on a given topic, the importance of the interest at stake should not be an excuse for not selecting or working on a topic if it falls under the mandate of the Commission. And to the contrary, as the UN General Assembly stated in the last resolution on the work of the Commission, there is, I quote, a need to keep under review those topics of international law which, given their new and renewed interest for the international community, may be included in the program of work of the Commission. And in fact, I would even go a step further. As International Court of Justice stressed in its 1988 advisory opinion, and I quote, in situations where political considerations are prominent, it may be particularly necessary to obtain guidance on the legal principles applicable, end of quote. It means that, in my view, the Commission should continue to address the current concerns of the international community, and by offering its legal expertise, it could be a driven force to help reducing, for some topics at least, the political divisions among states when they exist. Personally, I see a number of topics that could need to be embraced in the future by the Commission. The Commission should, of course, continue to work on technical legal topics or more academic topics, such as the general principles of law, or, for instance, the way to improve the procedures of international courts and tribunals on specific issues. The Commission should also explore more innovative topics, or at least assess their feasibility. For instance, I note that the protection of personal data is currently a topic on the long-term program of work of the Commission, and maybe that in the future, it could be a good topic for the Commission. In my view, the Commission should also start working on products that are not draft articles or draft conclusions as usual, but which are more concrete ones, such as practical handbooks to guide states in their day-to-day practice of international law. Just to take one example, I think that the topic of maritime delimitation, which is of course a very sensitive one for states, could still be a good topic for a practical handbook, which would only present in a didactic format the existing rules and practice in that field without trying to modify international law, but just to present it in a way which will be practical and helpful for states. Indeed, since international law is more and more dense and sophisticated, I am of the opinion that to support international law,
it is not only necessary to develop it, to create new rules, but it is also necessary to be sure that what already exists is well understood, is clear, is intelligible, and the Commission, no doubt, has a role to play in that regard. With the multiplication of bilateral and regional agreements, the International Commission could also consider working on the drafting of model clauses for specific topics to help states in the negotiations of these agreements. And by doing so, by proposing model clauses for specific topics, the ILC would contribute to disseminate general rules, general practices in fields where there is no multilateral treaty or no prospect to have any in the near future. And it would ensure, in a way, a certain level of universality of international law, and at the same time, provide states with concrete legal tools when they are negotiating specific treaties. Lastly, I do think that there is a need for more cooperation between the ILC and the Sixth Committee, and I know that this is an ongoing debate for many years, this issue of the cooperation, interactive dialogue between the ILC and the Sixth Committee, but I think it is in particular necessary with respect to the selection of new topics by the Commission, which is, of course, the selection of new topics, the crux of the matter. One concrete possibility in that regard, and this is something that I proposed in the past, and if elected, I will strongly insist on that proposal. One concrete proposal could be for the Commission to prepare a very detailed questionnaire to assess states' needs in terms of codification and progressive development of international law, then to send it to states to collect their comprehensive views, and then to have a 2 or 3 day workshop with state representatives and members of the ILC to exchange and determine which topics could be considered by the Commission in the future. And I think this kind of proposal could be a very efficient way to strengthen the cooperation between the ILC and the Sixth Committee, which is, of course, key for the success of the work of the two bodies and for the success of international law at the United Nations. Well, these are of course only a few proposals, and I would be very pleased to elaborate on them if there are questions, and I have no doubt that there will be questions today. I would also, of course, beyond our meeting today, be personally very interested, and I say it very frankly, to have bilateral exchanges with state representatives, if they wish, to better understand their vision and their needs in relation to the work and future of the International Law Commission. And I am in this regard at your full disposal for this kind of exchanges in the weeks or months to come. Well, I will leave it here for the time being because I see that I have been perhaps already too long, and it's important to have questions and to have a very interactive session. I thank you very much for your attention, and I look forward for your question. Thank you. Okay. Thank you very much, Professeur Forteau. Merci beaucoup. C'était tout à fait clair et tout à fait utile et très informatif. Ce que je propose maintenant, c'est que nous ayons une discussion questions-réponses. Ça sera Élise qui va animer cela. Donc, merci Élise de prendre les questions et le professeur Forteau répondra de son mieux. So, thank you very much. Everybody is free to ask questions, to react, and Élise will moderate. And I'm sure Professor Forteau will do its best to answer your questions. So thank you very much. Merci beaucoup et avec plaisir.
I see 100 of participants. So thank you again to all of you to be here with us. Again, there is a translation for the event and for the Q&A session, so do not hesitate to switch the language on the bottom right of your screen. Now, I see a couple of questions for Professor Matias Forto. I will take the first question I saw on my screen, which is from our colleague Pedro Comissario from Mozambique. That I will promote. We will see him on the screen so he can ask the question. Yes. Hello? Yes, thank you very much for giving me the floor. First of all, I would like to thank my distinguished colleague, Ambassador Nicolas de Riviera, for inviting us to this important event. I do not exactly have a question. I came here to greet my very good friend, Matias Forto, and express Mozambique's strong support for his candidature to the International Law Commission. I have known Matias for many years. I was his colleague at the ILC for some time, and I know that he is a highly qualified lawyer, international lawyer, to represent not just France, but the entire international community at the Commission. I also wish to register that I almost fully agree with what his statement, the statement he made. And yes, Mozambique looks forward to working very closely with Matias, with the International Law Commission, and with France in particular. You can count on us. And thank you very much, Matias, for once again willing to serve in the International Law Commission. Thank you. Thank you very much. It's very nice to see you today, even if it's behind screens, and I'm very happy of your support, and thank you very much. Merci, merci à vous. Je vais maintenant prendre une autre question. Et je vois une question de notre collègue de Chypre qui va venir nous rejoindre pour poser sa question. Merci. Thank you very much. I hope you can see and hear me. It's great to be here today. Thank you so much, Nicolas. And I also wanted to say hello, if he's still with us, to my old friend, Francois. We served together in the OSCE many moons ago, and I'm glad to see how good a job he's doing at this head of legal department in Paris. And thank you very much, Professor, for your presentation. I found it very interesting. As a former Sixth Committee survivor, I remember International Law Week very fondly. And I had a couple of points to raise. First, to very much agree on the possibility of including topics like the protection of personal data. I think we live in a different world, and the Commission must adapt a little bit to the new challenges we have.
And given that so many things are unregulated in the digital or virtual world, I think the Commission has a role to play there. Secondly, I would also very much agree with your suggestion to determine new topics through a questionnaire to be sent to the member states. I remember that it was always always difficult to strike a good balance in our discussions between the Commission and the Sixth Committee. I remember Professor Pelé saying that all the topics were always coming from the Commission and not the Sixth Committee, and he was probably right. So I think we could aim for improved working methods between the committee and the Commission, and the questionnaire, I think, would allow member states to be more open and more forthcoming in terms of new topics. So I think that's a very good idea. My third point is you mentioned the possible tool of a handbook on maritime delimitation. And I wanted to ask you, I think that's a very good idea. Given that the Commission always looks at state practice, and given the fact that not all state practice is in line with the UNCLOS in this particular case, how would the Commission go around that and ensure that a handbook it presents is fully in line with established principles of international law? This were my points, and thank you very much, and the very best of luck with your campaign and election. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Ioannou, for these points and your question. And I think you are totally right on all the points you raise. And regarding the last question of practical handbooks on maritime delimitation, of course, there is a huge amount of practice that is not public, that we don't know of. And even if it's public, it's not always very easy to determine to what extent the practice is a reflection of the applicable rules or just a matter of policy and the choice made by the state for other considerations than legal considerations. What I have in mind is something perhaps a little bit different, because we tend to approach international law only with courts and tribunals in mind. What would decide the tribunal if this issue would come before the tribunal or the court. But I think 90% of international law is in fact applied in the day-to-day practice of states. And in particular for maritime delimitation, what is important is what states can do at the stage of negotiations. And with regard to maritime delimitation, there are a lot of technical points to be addressed to reach an agreement on maritime delimitation. Selection of base points, for instance, construction of the equidistance line, etc. And I think that on these issues, we have now a very clear jurisprudence on how to proceed. And if at least a handbook could present what is already agreed as regards international on these points, it would be very helpful for states which are engaged in the process of negotiating these kind of agreements. And more largely, I think that, at least this is my conception of the International Law Commission, it is a UN body. So it is supposed to serve all member states of the UN. And when you have some inequality in terms of bargaining power in negotiations, I think what the Commission could produce as a matter of practical handbook could be a way to put more equality between states engaged in negotiations on this kind of issue.
So this is what I had in mind when I made this proposal. And again, I think, of course, it's always easy to put it in the abstract. And then when you start working on it, you can see that perhaps it's difficult to make the distinction between what is already existing and what is not existing as a matter of international law. But I have the feeling that in that field, it would be quite easy to draft this kind of practical handbook. Thank you very much. Thank you very much for the question. As it is an interactive dialogue, I would like to now take two questions that I see on the floor. The first one will be from our colleague from Spain, and the second one will be from our colleague from Senegal. So here they come. Thank you for being here. Again, we do have the translation, so do not hesitate to use it. Thank you. Bonjour. Tout d'abord, je vais profiter de l'existence, du bénéfice de la traduction pour utiliser la langue française qui me fait beaucoup de plaisir toujours. Je me présente, je suis le conseiller juridique de l'Espagne, dans la mission de l'Espagne aux Nations Unies. Et je voulais remercier évidemment la mission permanente de France, les directeurs du service juridique et évidemment le candidat pour son exposition très détaillée, en particulier dans des questions qui à l'Espagne intéressent aussi. Monsieur professeur Forteau, vous avez fait référence, par exemple, évidemment, vous avez la qualité d'avoir été déjà dans la Commission des droits internationaux. Vous avez joué un rôle, effectivement, dans les déploiements des méthodes très, très particulières de la Commission des droits internationaux. Je voudrais savoir, lorsque vous dites les défis de l'avenir, dans l'avenir, et surtout la façon dont la Commission des droits internationaux peut faire face à ces genres de défis, est-ce que vous pensez, parce qu'il y a eu pas mal de discussions sur l'interaction entre la 6e commission et la Commission des droits internationaux. Aussi, il y a des échanges qui nous parlent d'une sorte de fin de l'histoire de la codification, comme si c'était Fukuyama qui le disait, comme si on avait épuisé toutes les matières évidentes pour codifier. Mais l'effet que vous avez été membre de la commission, que vous avez présidé le comité de rédaction de la commission, que vous avez peut-être pris un peu de distance dans une période et que vous allez revenir, est-ce que vous pensez qu'à l'interne de la Commission des droits internationaux, il y a des éléments qui pourraient changer? Parce qu'on est très conscient que les méthodes de travail répondent à la nécessité de garder l'indépendance technique de la Commission. Mais on assiste aussi à un phénomène au sein des Nations Unies que pas mal d'essais de codifier, de rédiger des traités, de porter des initiatives s'établissent hors la Commission des droits internationaux. Il paraît des fois comme si des initiatives importantes étaient en train de fuir de la Commission des droits internationaux. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à modifier, à améliorer, à changer, à pousser dans la Commission des droits internationaux pour qu'elle puisse être plus attractive? Je ne dis pas qu'elle ne soit pas attractive, mais pour qu'il puisse protagoniser, attirer les efforts de codification et de développement progressif des droits internationaux. Et aussi sur une question dont vous avez fait mention, lorsque vous parlez, par exemple, on nous parle d'une codification qui n'est pas la même d'il y a 30, 40 ans. Il ne s'agit plus de rédiger des traités, mais il s'agirait de fois d'exposer les droits internationaux coutumiers, par exemple. Est-ce que vous voyez aussi ce phénomène pouvant affecter les méthodes de travail de la Commission? Et un grand merci, bien entendu, toute la chance pour la campagne. Merci. Merci. Est-ce que je réponds tout de suite ou est-ce qu'il y avait une deuxième question? Je réponds tout de suite, peut-être c'est mieux. Il y a effectivement une deuxième question, si nous pouvons prendre la question de notre collègue du Sénégal qui est déjà avec nous. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Alors, je commencerai par remercier la mission permanente de la France
pour avoir organisé cette rencontre avec le professeur Forteau. C'est toujours un grand plaisir de vous voir. Après quelques années, je rappelle que j'ai pu bénéficier de votre formation. Et donc, c'est un plaisir de vous revoir et de voir en même temps d'autres personnalités que nous connaissons. Ceci étant, je commencerai par dire qu'on est tellement envahi par la langue anglaise que j'aurais bien voulu et préféré vous entendre en français et qu'il y ait la traduction en anglais et non le contraire. Mais bon, hélas, c'est comme ça. Mais ça a un lien avec ma première question qui concerne l'équilibre des différents systèmes juridiques et des langues au sein de la Commission de droit international qui nous tient à cœur et sur laquelle je voudrais que vous fassiez quand même quelques développements pour nous parce que nous pensons que c'est extrêmement important. Ma deuxième question, elle est relative à un certain nombre de mots que vous avez vous-même prononcés. Vous avez parlé de pédagogie, vous avez parlé de réalisme, entre autres. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cela constitue un peu un frein à cette difficile appropriation par les États des travaux de la CDI? Pas seulement une pédagogie de l'intérieur, mais aussi même de l'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on tous constate que après les projets d'articles, les projets de décision et qu'on sort, on a du mal au niveau des États à s'approprier de cela. Est-ce que cette pédagogie aussi, ce réalisme dont vous parlez, n'est pas aussi quelque part à l'origine de cela? Et je terminerai par vous souhaiter beaucoup de succès et vous rappeler que le Sénégal, qui est un pays attaché au multilinguisme, au respect des équilibres du système juridique, ne peut que soutenir une candidature francophone et française. Je vous remercie. Bien, un très grand merci pour ces deux séries de questions qui sont très larges. Je vais essayer d'y répondre de manière opérationnelle. En ce qui concerne la première question sur l'attractivité de la commission, alors je crois qu'il faut d'abord dire les choses telles qu'elles sont et qu'effectivement, la commission du droit international ne peut plus être aujourd'hui ce qu'elle était dans les années 60 et 70. Parce que, comme vous l'avez très bien dit, on a aujourd'hui une très forte concurrence, mais qui au fond est très saine. La concurrence est toujours très saine, avec beaucoup d'organisations internationales, d'institutions spécialisées, de forums qui produisent à leur tour du droit international et qui produisent du droit international de plus en plus détaillé et dans toutes les directions. Alors, je crois que ça doit obliger la Commission du droit international à réfléchir sur quelle est sa valeur ajoutée par rapport à tous ces autres organismes. Et personnellement, j'en vois deux. La première, elle est au fond assez classique et tout le monde l'a bien en tête, c'est le fait que la Commission travaille sur le droit international général. Donc, c'est essayer au maximum de réinsuffler de la généralité dans ce qui est par ailleurs éparpillé dans des secteurs très divers du droit international, et c'est ce qui permet de maintenir la cohérence du droit international. Alors là encore, c'est un mot d'ordre assez facile à énoncer de manière générale. Concrètement, lorsqu'on doit trouver un nouveau sujet pour la Commission, ça n'est pas forcément très facile à mettre en œuvre, mais c'était l'une des raisons de ma proposition de travailler sur des clauses modèles. Je pense par exemple que dans le droit des investissements, on pourrait très bien avoir un ensemble de clauses modèles avec des commentaires qui expliquent l'effet juridique attaché à telle ou telle formulation, de manière à resserrer le champ des possibles, et qu'ensuite les États aient en plus à leur disposition plusieurs clauses types avec leurs commentaires lorsqu'ils sont en négociation. Ça pourrait faciliter les choses. Je pense qu'il y a toujours par ailleurs des sujets qui restent des sujets de droit international général et qu'on n'a pas épuisés. Je pense notamment que dans le cas du droit des traités, il y a encore beaucoup de points qui demeurent sinon obscurs dans la Convention de Vienne, en tout cas qui ont fait l'objet d'une telle pratique qu'on devra toujours régulièrement, en quelque sorte, remettre à jour cette pratique et l'expliquer de la manière la plus claire possible. Donc ça, je pense que c'est la première direction dans laquelle la Commission devrait se diriger. La deuxième, c'est que la Commission du droit international reste un organe des Nations Unies. Et je pense que dans le monde contemporain, être un organe des Nations Unies, ça n'est pas la même chose que d'être une institution dans un autre cadre institutionnel.
Il y a toujours une particularité des organes des Nations Unies, cette volonté de travailler de manière intégrée sur les sujets, en embrassant toutes les dimensions d'un sujet, et pas simplement, par exemple, sa dimension économique, d'avoir une vision plus globale. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose que la Commission peut apporter de manière très, très, très concrète. Alors, si j'approfondis un peu tous ces éléments, mon sentiment aussi est qu'il ne faut pas forcément s'arrêter à ce que j'appellerais un raisonnement trop formaliste. Et je vais prendre un exemple. La Convention de 1997 sur le droit des cours d'eau à des fins autres que la navigation. Donc, on sait que c'est une convention qui n'a pas été beaucoup ratifiée. Je crois que c'est 37 États qui l'ont ratifiée à ce jour. Mais on constate en pratique que beaucoup d'accords bilatéraux sur les cours d'eau internationaux s'inspirent de cette convention. Donc, je pense que même des projets d'articles ou des projets de recommandations de la part de la Commission peuvent avoir en réalité parfois plus d'influence qu'une convention en bonne et due forme. Donc, je pense que la Commission doit continuer à travailler un peu dans toutes les directions en termes de produits finis, et pas simplement se polariser sur le fait qu'il faut une convention. S'il n'y a pas de convention, c'est que la codification a échoué. Je crois que c'est plus complexe que ça, mais je crois que vous l'avez très bien dit. Et puis, je pense que le dernier point, et là, c'est sans doute le plus difficile, c'est qu'il faudrait vraiment que la 6e commission et la commission du droit international dégagent un temps suffisant et un temps d'interaction suffisant pour mettre à plat, mettre sur la table l'ensemble des procédures en place et la manière de les améliorer. Et je ne crois pas que pendant la semaine du droit international, je pense que ce n'est pas le lieu pour faire ce genre d'exercice. Il y a bientôt beaucoup d'événements pendant cette semaine. Il faut en plus examiner le rapport de la Commission. Je pense qu'il faudrait peut-être ailleurs, durant l'année, consacrer quelques jours à une réunion conjointe de la Commission et de la 6e commission, peut-être dans un format de meeting fermé, de manière à explorer vraiment en détail, de manière opérationnelle, comment les choses pourraient être améliorées sur le plan procédural, y compris pour le choix de nouveaux sujets par la Commission. Mais de mon point de vue, c'est le plus difficile parce que les habitudes institutionnelles sont souvent les plus difficiles à modifier, et ça nécessiterait sans doute qu'une forte initiative soit prise par un groupe d'États au sein de la 6e commission pour lancer ce genre de processus. Alors, j'en viens à la deuxième série de questions. Alors, tout d'abord, sur le multilinguisme et l'équilibre des cultures. Alors, évidemment, je bois du petit lait en vous écoutant et je suis tout à fait d'accord avec votre déclaration de foi pour le multilinguisme et pour la diversité des cultures. Alors, sur un plan pratique, quelques réflexions. Je pense qu'aujourd'hui, le multilinguisme et la diversité des cultures sont de manière générale prise en compte au sein de la Commission du droit international. Tous les rapports des rapporteurs spéciaux sont traduits dans les 6 langues. Les débats ont lieu avec des traductions, donc chacun peut s'exprimer dans l'une des langues officielles des Nations Unies. Je pense que là où les choses pourraient être améliorées, c'est sur, en tout cas être renforcées, c'est sur 3 points peut-être. Le premier point, c'est d'assurer peut-être une répartition équilibrée des missions de rapporteurs spéciaux en fonction des langues. Donc, être sûr qu'on ait des rapporteurs spéciaux qui travaillent dans des langues différentes, parce qu'on sait que la langue charrie avec elle une certaine culture juridique, et c'est important d'avoir cette diversité linguistique dans ceux qui deviennent rapporteurs spéciaux. Je pense qu'il est indispensable qu'au sein du comité de rédaction, on travaille dans 2 langues au moins, si ce n'est 3. Et lorsque je dis travailler dans 2 langues au moins, ça veut dire rédiger les textes, au moins dans 2 langues, et pas simplement dans une seule langue. Et ça n'est pas toujours fait de manière systématique. Et je crois que ça a un effet parfois, même souvent, sur la qualité des textes adoptés par la Commission. Et puis, je pense par ailleurs qu'il faudrait essayer peut-être que les membres de la Commission, en fonction de leurs origines linguistiques et culturelles, essayent d'impliquer un peu plus le monde universitaire dans les débats sur le travail de la Commission du droit international. Lorsque j'étais membre de la Commission, par exemple, j'avais proposé que chaque rapporteur spécial soit assisté bénévolement par un membre de la Société française du droit international.
Et on avait désigné des doctorants, par exemple, qui alimentaient les rapporteurs spéciaux avec des exemples de jurisprudence francophone, des exemples de doctrine francophone sur tel ou tel sujet. Et si ce mécanisme pouvait être généralisé pour toutes les langues de travail de la commission, ou toutes les cultures représentées à la commission, je pense que ça permettrait d'avoir dans les travaux de la commission une représentation plus fidèle et plus diversifiée de la doctrine, de la pratique et des points de vue des différents États. Et puis, alors, sur le dernier point, sur le point de la pédagogie, je suis tout à fait d'accord que le travail de la commission est sans doute très difficile à s'approprier. La difficulté, en quelque sorte, c'est de passer de la rigueur technique de la commission, et c'est ce qui fait la valeur du travail de la commission du droit international, c'est que c'est un processus très rigoureux, très sérieux d'examen des projets d'articles, des projets de conclusion. Mais la difficulté, c'est que le produit fini est parfois tellement rigoureux que ensuite la mise en œuvre pratique, ou comme vous l'avez très bien dit, l'appropriation de ces travaux n'est pas forcément toujours facile à réaliser. Et je pense que l'une des voies qui pourrait être suivie peut-être pour améliorer les choses de ce point de vue-là, alors je vais être un peu technique, mais c'est un point quand même important, qui est que lorsque le projet devant la commission arrive en deuxième lecture, donc une fois que la commission a recueilli les avis des États sur le projet adopté en première lecture, la pratique actuelle est pour la commission de faire cette seconde lecture en une année seulement, ce qui me paraît en fait trop court. Et je pense qu'il faudrait se donner le temps de 2, 3, voire 4 ans, peut-être pour certains sujets, ça avait été fait pour la responsabilité des États, avoir 3 ou 4 années de seconde lecture, de manière à pouvoir avoir un échange utile avec les États membres au sein de la 6e commission sur ce à quoi ressemblera le projet final et est-ce qu'il est bien en adéquation avec les attentes des États. Et puis, alors peut-être un dernier élément de réponse sur ce point. Je pense aussi que s'il y avait moins de sujets à l'ordre du jour de la commission, ou en tout cas moins de sujets à l'ordre du jour de la 6e commission, lorsqu'elle examine le rapport de la commission, ça permettrait une appropriation plus simple des travaux de la commission, parce que quand il y a 5, 6 ou 10 sujets à discuter en une semaine ou 10 jours à New York à l'automne, évidemment, ça ne permet pas d'avoir un véritable échange sur ces projets de la commission. Merci infiniment. Merci à nos collègues pour leurs questions. Nous allons maintenant prendre les 2 autres questions pour continuer le dialogue interactif. Nous allons prendre les questions de notre collègue de la Moldavie ainsi que de notre collègue de l'Italie. Merci à tous pour vos questions. Je vois qu'il y a encore 5 questions. Nous devrons libérer les interprètes à midi, mais nous sommes heureux de vous avoir avec nous pour vos questions et évidemment, nous serons heureux de continuer l'événement ensuite avec vous. Donc voilà, maintenant nous avons donc Augustina de l'Italie qui a une question ainsi que notre collègue de l'Italie. Merci. Merci beaucoup, chère Elise. Good afternoon. Bonjour à tous. Good afternoon, Your Excellency, colleagues, Professor Forteau. I must underline that Professor Forteau is actually a renowned name in the community for international law experts, and many of us have actually been studying from the books that he wrote. Therefore, I must extend my thanks to the Permanent Mission of France for organizing this virtual meeting. In the interest of time, I shall be brief, and I would like to ask the following question. Professor Forteau, do you think that the pandemic has any kind of impact on the development and authority of international law? Merci infiniment. Merci. Peut-être que nous allons prendre donc la deuxième question de notre collègue de l'Italie. Bonsoir, merci et bonsoir professeur Forteau et bonjour à tous les collègues. Tout d'abord, je tiens à vous remercier ainsi que l'émission permanente de la France de cette occasion d'échanger
de vue sur les futurs de la CDE et des relations et de ces relations avec la 6e commission, qui pour nous aussi c'est un thème très important. Now, Professor Forteau, I would like really to pick up on what I found extremely interesting in your introduction, this idea of the ILC trying to be a bit more pedagogical, and also I'd like to link it to some interesting remarks that you made about the use of different types of outputs, namely model clauses, handbooks, conclusions. And linking the two, I was wondering whether you think that the ILC should try to be a bit more systematic in trying to identify criteria by which it should determine which outputs it should produce on the basis of the topic that is being dealt with, that is being studied. Because I think the kind of output that is chosen on a different topic very often, and here I speak as a CIFS committee delegate, it also conditions how a delegation, the CIFS committee, deal with the work of the ILC. And so I really was wondering whether you see room for trying to be a bit more systematic, and perhaps in identifying criteria on the basis of which, as said, you can decide whether adopt model clauses or handbook or a draft convention. And I'll leave it to this, and of course, best of success and best of luck with your campaign. Thank you. Merci beaucoup pour vos questions, alors qui ne sont pas des questions faciles. Donc sur la première, est-ce que la pandémie a un effet sur le droit international? Je pense qu'il est un peu trop tôt pour le dire, dans la mesure où, évidemment, aujourd'hui, dans la période de crise que nous connaissons, il y a évidemment un effet sur le droit international. Mais je crois que la question importante est de savoir dans quelle mesure cet effet va perdurer à l'avenir et devra nous conduire à modifier peut-être certaines approches du droit international. J'ai un exemple, par exemple, qui me vient en tête, c'est celui des procédures juridictionnelles internationales. La pandémie a obligé beaucoup de juridictions à passer à des audiences virtuelles, y compris la Cour internationale de justice. Et on trouve déjà dans la doctrine aujourd'hui des personnes qui disent, au fond, c'est une bonne idée, et on devrait à l'avenir continuer d'avoir des audiences virtuelles, même si la pandémie a disparu. Donc je pense qu'on aura peut-être des effets à plus long terme de cette pandémie, mais je pense qu'il est un peu trop tôt pour dire dans quelle mesure c'est une période qui est une parenthèse, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui va ouvrir sur un monde radicalement différent. Un point, cependant, je pense, méritera peut-être attention de la part de la Commission du droit international. Ça concerne le droit international de la santé, qui n'est pas du tout un champ qu'a exploré pour l'instant la Commission du droit international. Et il se peut peut-être qu'à l'avenir, ce soit un thème sur lequel la Commission devra se pencher, en tout cas regarder s'il y a matière peut-être à faire œuvre utile sur cette question-là, qui est une question évidemment très diverse, puisque ça impacte l'ensemble des secteurs de la vie sociale, le transport, l'économie, les droits de l'homme, évidemment, etc. Well, now I come to your question. Is it possible to be more systematic in the way to decide on the outcome of the work of the Commission? I think it's a very difficult question because, of course, it would be better to have at the start of the process, when you select a topic, a clear idea on what will be the outcome of the project. But at the same time, in fact, you don't know exactly what will be the outcome before having started to work on the substance of the draft provisions. And if you take the examples of the draft articles on the draft self-responsibility, for 20 years, it was the prospect to have a convention, and then it switched to something else in the 90s.
So it may be that in the course of the process of working on the topic, there is a change as regards the outcome. But I agree that at least there should exist at the start of the process a debate on what could be or what should be the outcome in that regard. And there should be an exchange of view with the Sixth Committee on this point. And the practice so far as a Commission has often been to say, okay, we will discuss that at the end of the process, and there are many options on the table. I think it's better to have it right at the beginning to be sure that then, as you said, I think you are perfectly right, states and the ILC are exactly on the same page as regard what is the authority and the scope of the draft article. Is it codification, recommendations, or something else? So again, I think it's not a question of transparency, but a question of being sure that all the options were discussed, and then we can start working on something, even if it can change in the future, but at least it should be discussed right at the beginning of the project. But again, this is a reply in the abstract to your question, but then when you have a specific topic, it's very often very difficult to decide on this point. But I mean, this is a discussion that the Commission should have at the start of the next quinquennium, I agree. Thank you very much, Matthias. Thank you to all of you who are here to ask questions. The interpretation can stay with us. We've been informed that the interpretation can stay with us a little bit longer, so we can take the last question. I know that some of you had to leave, but be assured that we will make sure to see you through bilateral meetings that we will start in March. And we will be happy, and Professor Matthias Forteau will be also happy to answer to your questions during bilaterals. So we will be in contact with you. Maintenant, j'aimerais donner la parole à notre ami et collègue John du Togo, qui a une question pour le professeur Matthias Forteau. Voilà, je pense que c'est bon. Merci. Merci beaucoup, Élise, et merci à la mission de la France d'organiser ce débat interactif. Merci au professeur Matthias et salutations à Monsieur François. Vous nous avez beaucoup manqué durant la semaine du droit cette année. Ma question au professeur, à qui je remercie pour toute son intervention et sa perspective, c'est de savoir quel avenir il perçoit pour la Commission du droit international. Dans la mesure où nous constatons aujourd'hui, du moins j'ai constaté depuis que je suis conseiller juridique, que la CDI fait un travail, un très bon travail, et souvent le résultat de ce travail souffre au niveau de la 6e commission. Je suis tenté de lui demander, bon, il a servi au sein de cette commission, et il revient pour servir pour la période qui arrive. Je voudrais savoir comment il perçoit l'avenir de cette commission. La seconde question, c'est de savoir par rapport aux contraintes liées à la pandémie de la maladie à coronavirus, comment il pense que la commission peut quand même essayer de surpasser cette crise, parce que nous savons que la CIG est en train de travailler, certains comités travaillent, mais la CDI a eu des difficultés et sa session a été reportée, même le mandat de ses membres a été reporté. Je voudrais savoir s'il a quand même quelques idées pour voir si cette crise perdure, comment on peut s'en passer pour que la commission puisse délivrer. Une fois encore, merci. Matthias, je t'en prie. Je réponds maintenant, d'accord. Merci beaucoup pour votre intervention et pour ces questions. Alors, sur le premier point, quel avenir pour la Commission du droit international et plus précisément quel avenir pour les projets de la Commission du droit international? Alors, vous avez tout à fait raison. Ça fait très longtemps qu'un projet de la Commission du droit international n'a pas abouti à une convention internationale. Je pense que ça tient aussi au fait que la forme conventionnelle multilatérale
en tout cas au sein des Nations Unies, n'est plus tellement une forme qui est en vogue, en tout cas une forme qui permet d'aboutir à des résultats concrets. Et cela a été dit plus tôt, c'est d'autres forums aujourd'hui qui sont privilégiés. Cela étant dit, je pense que les travaux de la Commission, même s'ils n'aboutissent pas à des conventions, encore une fois, ont une influence toujours aussi considérable dans la vie juridique internationale. Alors, personnellement, avec mes étudiants, par exemple, ou dans mes activités d'avocat conseil, je consulte régulièrement les travaux récents de la Commission du droit international qui me sont vraiment d'une très grande aide. Donc, de ce point de vue-là, je crois que ça fonctionne toujours très bien. Et puis, pour les projets qui auraient dû peut-être aboutir à une convention et qui ne donnent pas lieu à une convention, je pense qu'à tout le moins, les travaux de la Commission ont un rôle de catalysateur des débats. C'est-à-dire que ça permet au moins de porter telle ou telle question à l'agenda de la 6e commission ou à l'agenda d'autres organes des Nations Unies. Ça oblige à en rediscuter tous les 3 ans. C'est la pratique aujourd'hui au sein de la 6e commission, de reporter tous les 3 ans l'examen de tel ou tel projet de la commission lorsqu'on n'aboutit pas à la convocation d'une conférence intergouvernementale. Et je pense que ça permet donc de maintenir actif, quand même, de maintenir vivant les débats dont la Commission du droit international a estimé nécessaire de se saisir. Donc, je pense que je serais moins pessimiste peut-être que vous me semblez l'être sur ce point-là. Je pense qu'ensuite, c'est à la 6e commission de trouver les solutions pour donner une issue concrète aux travaux de la Commission. Mais je pense que du côté de la Commission, en tout cas, la Commission devrait continuer à procéder comme elle le fait sur ce point-là, de manière à maintenir vivant quand même une production qui est très utile, encore une fois, pour les enseignants, pour les étudiants et puis pour les praticiens du droit international. Sur la deuxième question, alors je ne suis pas très bien placé pour vous répondre, à vrai dire, sur la manière dont il faudrait que la Commission et le secrétariat s'y prennent pour organiser une session cette année à Genève ou sous un autre mode. Je pense quand même que les moyens de communication contemporains peuvent permettre d'avoir une session, par exemple, hybride, ou d'avoir une partie du travail qui serait fait par échange de mails, par exemple, et puis ensuite avoir des réunions, alors pas 6 heures par jour, parce qu'on ne peut pas passer 6 heures par jour derrière un écran, mais avoir peut-être moins de réunions sur une journée et plus d'échanges aussi par d'autres biais électroniques. Donc, je pense que c'est réalisable. En tout cas, tous dans nos vies professionnelles, et notamment à l'université, on a réussi à mettre ça en place, parfois avec des amphithéâtres de 500 ou 600 étudiants. Donc, je pense qu'il y a sans doute des moyens pour le secrétariat d'organiser une session cette année de la Commission du droit international, comme ça a été fait pour d'autres organes des Nations Unies. Merci beaucoup pour votre réponse, Mathias, et merci encore pour toutes les questions. Je ne vois pas d'autres questions, ni sur le chat, ni en salle. Évidemment, nous remercions infiniment les interprètes qui ont bien voulu rester. Et si vous avez encore des questions, encore une fois, vous savez que nous allons organiser les bilatérales qui vous permettront de poser les questions au professeur Mathias Forteau. Et j'aimerais maintenant laisser la parole au directeur François Labrune pour les remarques conclusives. Merci. Merci, merci Élise, merci Mathias. Je voudrais dire le grand plaisir que j'ai eu à suivre cet échange, et je voudrais relever que je suis très impressionné par la qualité de cet échange. D'abord par la qualité des questions qui ont été posées, leur pertinence et la démonstration de l'intérêt que ces questions révèlent pour ce type d'échange, qui porte bien sûr sur la vision de Mathias Forteau, mais qui, de façon plus large, porte aussi finalement sur l'avenir de la Commission du droit international et finalement l'avenir du droit international. Je voudrais aussi bien sûr relever la grande qualité des réponses qui ont été apportées par Mathias Forteau, des réponses très claires, très pédagogiques, et j'avoue que j'ai eu un grand plaisir à suivre ces présentations, ces raisonnements, et c'est un grand plaisir intellectuel, je trouve, d'écouter Mathias Forteau. Je voudrais dire aussi à quel point je trouve que l'instrument
que nous utilisons pour cet échange, même si évidemment il nous prive du plaisir d'être physiquement ensemble, malgré tout offre des possibilités qui sont très, très précieuses et qu'il faut vraiment relever. Je voudrais vraiment remercier celles et ceux qui ont rendu possible cette organisation. Je sais que c'est parfois complexe et ça mobilise beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, et donc un grand merci. Comme je le disais dans l'introduction, et je pense que c'est revenu dans cet échange, nous sommes dans une situation, nous sommes dans un moment de l'histoire qui est un moment complexe, difficile, qui soulève beaucoup de questions, où il y a beaucoup de changements, des défis importants. Et nous savons tous, nous qui sommes engagés dans cette œuvre du multilatéralisme, du droit international, des Nations Unies, combien ce qui a été construit est précieux, mais peut-être aussi parfois remis en cause et soulève des questions sur son avenir. Et c'est la raison pour laquelle je crois cet engagement collectif dont notre échange et la manifestation est important. Et c'est la raison pour laquelle aussi il est précieux que des personnalités comme Mathias Forteau s'engagent avec évidemment leurs grandes compétences. Je crois que ce qui caractérise Mathias Forteau, c'est bien sûr sa grande connaissance du droit international, à la fois sur le plan académique, sur le plan pratique, sa grande connaissance justement des besoins pratiques aussi des États, et son engagement, l'idéal qu'il poursuit, la haute idée qu'il se fait aussi du travail de membre de la Commission du droit international au service des Nations Unies, au service de la communauté internationale, et avec un esprit d'indépendance dont je peux témoigner, parce que même s'il est français, même si c'est un candidat français, il est candidat à une fonction indépendante, mais avec un esprit de dialogue, d'échange. Et de ce point de vue-là, je crois que cette contribution est précieuse et je voudrais le remercier et vous remercier et vous souhaiter une bonne suite de vos activités. Et j'espère vraiment avoir le plaisir de reprendre prochainement les échanges avec vous tous. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup à tous.